Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Samedi 19 octobre, 10h30. Voilà, toutes les semaines, nous nous retrouvons dans le Libre Journal des Controverses. Je salue l'émission précédente, le Libre Journal de Géopolitique Profonde, avec Nicolas Stocker et Lara Stam. Nous avions notre ami Monsieur Le Bihan. Alors, je sais que il vend son nouveau bouquin, alors je sais pas lequel, encore un nouveau bouquin. Il a des nouveaux bouquins toutes les semaines, on ne sait plus sur quoi il écrit, mais je le salue, un grand monsieur qui vient nous voir. J'imagine que l'émission était excessivement intéressante. Je salue bien entendu Virginie à la réalisation, la superbe Virginie qui est là parmi nous. Je la salue, bien entendu. Et le standard, Patrice. Patrice, il y a quelqu'un d'autre encore en plus, je ne me rappelle plus du prénom. Et Sylvie, Patrice et Sylvie au standard. Ils ont compris que cette semaine, le standard allait péter totalement parce qu'on va parler de Charles Maurras. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc du coup, j'imagine que nombre d'auditeurs vont vouloir appeler et poser beaucoup de questions. Allez-y. C'est pour ça que je reçois aujourd'hui le professeur Franck Bousco, professeur des facultés de droit, président de l'association Sainte-Geneviève qui veille sur Paris chaque jour, et notre ami Mathieu Goyer, secrétaire général de Sainte-Geneviève. Oui, c'est ça. De cette association, de cette très belle association. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, professeur, à Sainte-Geneviève. Pas terriblement, disons que si. Institutionnellement... Quand je vois les manifestations, je vois que c'est à chaque fois rempli. Oui, effectivement, mais nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, mais institutionnellement, nous avons gardé exprès un appareil très léger. Mais nous envisageons peut-être d'avoir des adhérents et des cotisations proprement dit. Mais sinon, nous avons du monde dans nos manifestations, c'est vrai. Alors, nous en réjouissons. J'ai entre mes mains L'ordre et le désordre, des idées positives à la révolution de Charles Maurras, avec l'avant-propos du professeur Franck Bousco. Pourquoi ce livre ? Pourquoi vouloir rééditer ce livre ? Ce livre est intéressant parce que c'était une mise au point que faisait Maurras en 1948, donc il était en prison à cette époque, ce qui explique un peu certains aspects du livre, on en parlera éventuellement. Donc il montrait quand même que la solution monarchique restait nécessaire, et il montrait aussi que le nationalisme, dont la monarchie était pour lui la meilleure expression, était toujours la pensée politique qui pouvait éventuellement sauver la France. Alors, la monarchie sauvera la France, c'est évident, mais avec quel roi ? Est-ce qu'on a aujourd'hui le roi idoine ? C'est l'institution qui compte. La question des princes ou j'aime pas le terme prétendant, et d'ailleurs les princes ne l'aiment pas non plus, puisque le prince il est l'héritier d'une tradition. Je crois que cette question est importante. Je la connais un petit peu. Comme je dis, je suis juriste et professeur d'histoire du droit, donc je connais assez bien les controverses dynastiques. Mais je crois que ce n'est pas, disons, c'est une chose que l'on peut toujours étudier, mais ce n'est pas d'actualité. Et d'ailleurs, dans cette réédition, on ne sait pas tout situé dans cette question. Je crois qu'on ne dit pas un mot de la controverse dynastique. Et l'Action française, qui édite l'Écho d'Action française, évite cette controverse. Oui, mais vous savez, les auditeurs nous posent très souvent la question. Et est-ce que ça peut être un roi qui ne vienne pas de ces grandes familles ? Est-ce qu'on peut créer une nouvelle famille royale ? À mon avis, non, parce que c'est amener la démocratie au milieu de la monarchie. Ça sera du n'importe quoi. À ce moment-là, n'importe qui peut être roi. On ne crée pas une dynastie. Il y a eu un essai en France relativement récent, celui des Bonaparte, qui ont créé une famille rivale au XIXe siècle, quand même, puisqu'il y a eu 2 empereurs, théoriquement 3, même, d'après la numérotation. Malgré tout, cette nouvelle dynastie, qui avait d'ailleurs d'autres défauts, notamment sa politique étrangère, qui était très, très mauvaise, cette nouvelle dynastie n'a pas tenu, et le bonapartisme lui-même a cessé d'exister en tant que cause dynastique. À l'heure actuelle, il y a toujours oui, mais ça se fait sur 2 défaites aussi.
Oui, bien sûr, mais c'est parce que justement cette famille a incarné une certaine ligne à la fois très poignarde le mot est de Maurras, très poignarde au plan intérieur, et puis cette politique étrangère qui a permis la création de grands États comme l'Allemagne et l'Italie, ce qui est l'inverse de la politique des rois de France. Les rois de France avaient au contraire quelque peu divisé pour régner, hein, enfin quelque peu, même beaucoup divisé pour régner avec le traité de Westphalie. Donc, j'allais dire, le bonapartisme est une doctrine politique qui n'est pas inintéressante d'ailleurs, mais qui n'est pas la nôtre, mais c'est aussi un essai dynastique, et ça, l'essai dynastique, on peut dire, c'est terminé. Il n'y a quasiment plus de bonapartistes dynastiques à l'heure actuelle. Alors, j'ai à ma gauche notre ami Mathieu Goyer, secrétaire général de Sainte-Geneviève, un jeune de 21-22 ans. 22 ans, oui. 22 ans. À 22 ans, on peut être maurassien? On peut être maurassien quand on voit l'actualité de nos jours. Et c'est bien de se plonger dans la politique qui est peu connue de nos jours, mais qui mérite d'être mis en avant si on veut défendre une vraie politique nationale. Mais justement, comment on le devient alors que j'imagine que nombre de proches de ses amis sont républicains. Quand ils sont patriotes, ils vont au Rassemblement national. Voilà, comment on devient royaliste, catholique, monarchiste, enfin plutôt monarchiste, oui, maurassien. Comment se fait-il que voilà, on puisse à cet âge-là, aujourd'hui en 2024 je parle, militer à Sainte-Geneviève, auparavant chez notre ami Escada? Tout simplement parce que quand on aime la France et qu'on a la foi chrétienne en nous, je pense que c'est important de la défendre et de la promouvoir autour de nous, parce que si on n'a pas ça en nous, on ne peut pas sauver la France. La France pourra se sauver seulement avec l'aide de Dieu, et sans ça, il n'y a rien qui pourra se passer. Donc vous pensez que les jeunes qui vont par exemple au Rassemblement national ou à Reconquête sont un peu dans l'erreur? Moi, je pense qu'ils sont dans l'erreur à partir du moment où ils choisissent la facilité plutôt que la raison. Et parce que d'élection en élection, on remarque bien que ça ne change rien, que ça n'apporte aucune solution. Et c'est bien de pouvoir dire aux gens, qu'est-ce que vous voulez défendre réellement? Est-ce que vous voulez vous battre pour rien, ou est-ce que vous voulez vraiment mener un combat qui a du sens et défendre une vraie politique? Si je puis nuancer un petit peu le propos, je pense que ces gens qui sont au Rassemblement national ou à Reconquête ne sont pas nécessairement dans l'erreur, mais ils peuvent être en chemin, car ce qui compte aussi beaucoup, c'est les rencontres. Voilà. C'est de trouver, justement, Maurras, c'est très bien, mais il faut que quelqu'un vous y amène. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes à une certaine époque, ça a convergé, et ça m'a amené à étudier cela. Et donc, je crois que la Providence fait bien les choses quelquefois, et nous permet de rencontrer. Donc, je ne jette absolument pas la pierre à des groupements qui, à mon avis, ont une vue incomplète du salut national, parce qu'ils peuvent être un chemin. Voilà, il faut pas, je pense, se reprocher aux militants, parce que les militants, il y a beaucoup de gens sincères dedans. À nous de les convaincre et de leur expliquer l'importance de mener un combat catholique, nationaliste et contre-révolutionnaire. Justement, comment on arrive à convaincre un jeune? Parce que moi, je vois parmi les nouvelles générations, on va dire les moins de 25 ans, entre 18 et 25 ans, et qui sont, on va dire, contre le système, je les vois de plus en plus, et ça c'est un grand malheur, anticatholiques, païens, beaucoup de jeunes païens. C'est-à-dire cette mouvance, je vois cette mouvance identitaire anticatholique, païenne, surgir et être, comment dire, et arriver à enrôler nombre de jeunes Français. Ce qui est très simple à dire, c'est qu'aujourd'hui, les moins de 25 ans passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est à nous, à travers les réseaux sociaux, par la propagande que nous diffuserons dessus, d'attirer les gens par un discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, et se dire, ouais, ça paraît logique. Donc moi, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en mettant beaucoup de contenu, des extraits de sermons, de discours. Et si ça peut convaincre des gens, c'est déjà quelque chose à faire. Charles Maurras a un discours moderne? Il ne cherche pas à être spécialement moderne ou ancien. C'est un classique. Et puis, ses références sont très classiques. Mais son discours peut convenir à notre époque. Voilà, c'est ça. Est-ce que, en 2024... Maurras, c'est quand même...
Je veux dire, Maurras, c'est toujours un contemporain. C'est ça qui est quand même très remarquable, c'est qu'on en parle de temps en temps. Alors, bien sûr, on en parle plutôt en mal. C'est un peu l'astre noir de la politique. Mais rappelez-vous qu'il y a quelques années, Mme Kosciusko-Morizot qui avait dit, quand je crois que c'était au sujet de Nicolas Sarkozy, elle avait dit: ah oui, mais s'il avait gagné, ça aurait été le triomphe de Charles Maurras. Bon, à mon avis, c'est pas tout à fait vrai. Mais néanmoins, ça montrait quand même que l'idée de Maurras n'était pas morte. C'est que quelques-uns craignent encore. De même, il y a quelques années, il y avait eu une tentative. Il y avait un groupe officiel qui s'occupait des commémorations nationales. Et ce groupe avait dit, pour les 150 ans de la naissance de Maurras est donc né en 1856, je vous laisse faire le calcul, et donc ils avaient décidé de faire une commémoration. Et c'est donc 10 personnes qui s'occupaient surtout d'ailleurs des aspects culturels. Et le ministre de la Culture de l'époque avait refusé. Résultat d'ailleurs, les 8 sur 10 des membres de la commission ont démissionné. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là n'étaient pas maurassiens. Et ils ont dit: mais nous ne demandons pas de dire du bien de Maurras, on demande simplement, nous considérons que c'est un personnage important et donc il s'agit de commémorer, pas de célébrer nécessairement. Et vous voyez, donc ça prouve qu'il revient quand même, et très souvent on nous dit telle ou telle idée, alors c'est souvent bien sûr dans le cadre du rejet, mais Maurras reste quand même un pôle de la politique, parce que, j'allais dire, on apprend, pour ma part, je crois que j'ai appris à penser la politique dans Maurras. Je ne veux pas dire que je suis sur tous les points toujours d'accord avec ce qu'il a pu dire, mais c'est toujours un point de départ, c'est toujours une réflexion intéressante et importante, et je crois qu'il reste essentiel. Et il y a quand même très peu de personnages qui, plus d'un demi-siècle après leur mort, sont encore aussi vivants, dirais-je. Et très vivant par la haine qu'il suscite auprès des Républicains. Alors il y a lui, bon, je mets de côté Maréchal Pétain, Pierre Laval, mais il y a lui, en tant que penseur, je parle, oui. Il y a lui et Maurice Barrès. Alors eux, les deux, là, dès que vous en parlez, les poils se défrisent chez certains. Je me permets de citer mes écrits parce que j'avais fait parler de Maurras et Barrès dans l'Écho d'Action française. Vous avez mis là un beau visuel. Hein. Oui, mais ça, c'est le journal. Alors, j'avais fait un numéro, vous voyez, Maurras-Barrès, j'avais fait ça à cette époque. J'avais parlé de La République ou le Roi, qui est un livre, c'est de la correspondance entre les deux, parce que Maurice Barrès était resté républicain. Malgré tout, le discours, d'abord, ils étaient amis personnellement, et le dialogue était possible parce que Barrès était un républicain nationaliste, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas la République comme étant la condition de tout. Pour lui, elle était le gouvernement, un gouvernement qu'il estimait acceptable et aménageable, ce en quoi Maurras n'était pas d'accord, mais son but, c'était sauver la nation. Et donc là-dessus, on pouvait se rencontrer. Et on peut toujours se rencontrer avec des républicains nationalistes. Je crois que c'est important. Mais la plupart des républicains de notre époque ne sont pas des nationalistes. Ils font passer la démocratie avant la nation. Et ça, c'est vraiment une chose où nous ne pouvons pas nous entendre. On ne peut rien faire passer avant la nation. Alors du coup, Maurras était plus anti-républicain ou militant de la monarchie? Maurras était... il n'est pas parti d'un a priori. Maurras a une démarche, lui-même, sa doctrine, c'est ce qu'on appelle l'empirisme organisateur, c'est-à-dire l'expérience méditée par la raison. Et lui-même, c'est au terme de toute une réflexion qu'il est arrivé à la monarchie. Et arrivant à la monarchie, il a rejeté ce qui était contraire, c'est-à-dire la République telle qu'elle était à cette époque. Et il a rejeté certains des principes de base, notamment le principe démocratique. Ça ne veut pas dire que Maurras refuse d'ailleurs, par exemple, en principe, toujours l'élection ou la consultation des gens, ça c'est autre chose. Mais l'idée que la démocratie, que la majorité puisse décider de ce qui est vrai ou faux, il la rejette. Et il a philosophiquement parfaitement raison. Il explique que la circulation du sang n'est pas quelque chose qu'on peut dire on est pour ou qu'on est contre, parce que ça existe. Vous voyez. Donc il cherche le vrai ou le faux avant tout, et c'est son critère de distinction politique. Alors, cher Mathieu, vous avez 22 ans, vous êtes un jeune, insouciant, et du coup, pourquoi être anti-républicain ? Est-ce que la République, c'est l'anti-France ? Voilà, mettons les pieds dans le plat. La République, c'est l'anti-France, et je pense qu'il faut revenir à la Révolution française pour bien le comprendre. Ah, expliquez-nous, tiens. Parce que quand on voit l'histoire de la Révolution française, on voit tout de suite que ça a été fait dans le sang, dans la guillotine, et que, par exemple, pour l'histoire de la Vendée, on voit des révolutionnaires qui sont venus attaquer des gens, des campagnards, simplement parce qu'ils avaient la foi et qu'ils aimaient leur pays, et que les républicains voulaient imposer leur doctrine.
Et donc la République est née dans le sang et on ne peut pas soutenir cela. Soutenir cela, c'est aussi approuver le fait qu'on tue les catholiques parce qu'ils ont la foi. Ben, vous savez, moi je parle, quand je dis anti-république, je parle république française, hein, évidemment. Bien sûr. Parce qu'il y a nombre de types de républiques, mais la République française a quelque chose en plus par rapport aux autres, n'est-ce pas, mon professeur? Oui, alors justement, je voulais intervenir là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. Il y a un révolutionnaire qui a dit quelque part, nous aimerions mieux massacrer je ne sais plus quelle partie de la France, la majorité ou la moitié de la France, plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière, disait-il. Donc il y a effectivement ça. Bon, en revanche, attention, le terme république, il y a beaucoup de discussions possibles là-dessus. La République, il ne faut pas oublier que c'est aussi la res publica. De ce Oui, c'est côté-là, ça. C'est pour ça que j'explique qu'il y a plusieurs types de républiques. Et il y a un ouvrage du XVIe siècle qui s'appelle de Jean Bodin, qui est un grand théoricien politique. Et Jean Bodin a écrit Les 6 livres de la République. Moyennant quoi, c'est un ouvrage qui défend l'idée monarchique. Donc, je crois qu'il ne faut pas se laisser arrêter uniquement par la terminologie. Alors, ce que nous rejetons, c'est le républicanisme au sens moderne du terme. C'est effectivement ce que la République française a été. Ça ne veut pas dire que tout. Oui, mais le sens moderne du terme l'a été dès son origine. L'origine est une boîte de Pandore. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez... Le mot République est connu auparavant, et je vous dis, les 6 livres de la République au XVIe siècle, oui, c'est pas sûr. un livre... Non, mais donc, évidemment. C'est pour ça que je serais assez cynique, d'ailleurs, parce que quand nos adversaires nous disent « vous êtes anti-républicain », je dis « non, mais je suis républicain comme Bodin, j'ai le droit, et je ne suis pas républicain comme le sont les démocrates de notre époque. Mais je défends, moi aussi, la République, mais pas la même. » Voilà. Oui, vous ne défendez pas la République française. Qui est différente, par exemple de la République américaine. Je ne défends pas la 5e République, je veux dire. Mais je comprends par exemple que quand la 5e et les 4 autres, va pas mieux. Ah. Mais quand il y aurait des nuances à apporter là-dessus, la 2e est un petit peu moins perverse que les autres. Mais enfin bon, malgré tout, c'est l'ensemble. Mais elle n'a pas duré. L'ensemble n'est pas très brillant. Mais je comprends très bien quand on est, par exemple, suisse, que l'on défende une forme républicaine de l'État. D'ailleurs, il y a une autre chose qu'il ne faut pas confondre la République, mais qui est souvent complémentaire, qui est la démocratie. Maurras attaque souvent la démocratie, il dit la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort. Ça ne veut pas dire qu'on refuse l'idée d'une démocratie, par exemple au plan local, mais nous refusons que l'absolutisme démocratique, en quelque sorte, c'est-à-dire que la démocratie devient une valeur qui est au-dessus de tout. Je me rappelle que quand on a installé le quinquennat, les hommes politiques vous disaient pas ça sera meilleur pour la France, ils vous disaient ça sera plus démocratique parce qu'on votera plus souvent. Bon, mais ils ne vous prouvaient pas que voter plus souvent était meilleur, vous voyez, si vous voulez. Donc c'est la question du vrai et du faux qui doit dominer la politique, et non pas la question de savoir s'il y a une majorité changeante. Non, mais qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la République française a créé des droitards et des gauchistes pour plus diviser les Français qu'avant. C'est quoi les droitards et les gauchistes? Les droitards et les gauchistes, c'est selon les idées de pensée. Moi, ce que je remarque par exemple à l'ancien temps, c'est qu'il n'y avait pas de gens de droite ou de gauche, ils étaient français. Ils avaient chacun peut-être leurs opinions, mais à côté de ça, ils ne se posaient pas la question, parce qu'aujourd'hui, si tu ne soutiens pas telle ou telle personne, on se met contre la personne, et c'est créer plus de division, et c'est dommage, parce que même pendant les élections, il suffit qu'il y en ait un qui ait voté pour tel candidat, que nous on se dit « ah ouais, c'est pas une bonne personne et tout », alors qu'avant on ne se posait pas tout ça. Et s'il y a bien un enjeu aujourd'hui, d'un point de vue élection qu'on devrait soutenir, c'est l'enjeu local, municipal, qui, eux, défendent réellement le bien commun, et ce qui ne défend plus... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut revenir à une monarchie, peut-être parce qu'on aura pris des bastions locaux? Justement, comment on revient à cette monarchie? Alors, la question du changement de pouvoir, effectivement, il y a deux solutions. La solution légale ou le coup d'État. Maurras disait qu'il était partisan de tous les moyens, même légaux. Bon, alors ça ne veut pas dire, nous ne pensons pas qu'il y aura une élection qui va amener les monarchistes au pouvoir. En revanche, on peut avoir un monk, c'est ce que Maurras a attendu toute sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui amènerait le roi, comme c'est arrivé en Espagne, par exemple le général Franco. Ça n'aurait pas pu être 1934 ?
Je ne pense pas parce que Dites-moi. en 1934, je crois que c'est une protestation très forte qui a eu lieu en 1934. Mais alors on a reproché à Maurras de ne pas avoir vu 1934, de ne pas s'en être soucié. Il était dans ses préoccupations littéraires à ce moment-là. Il n'en est presque pas sorti. Il a empêché certains tableaux du roi de se mêler trop. Et malgré tout, ils ont participé aux manifestations, bien sûr. Mais enfin, Maurras n'a pas cru à la prise de pouvoir à ce moment-là. Pour ma part, alors, je dois dire que sentimentalement, comme tout le monde, je dis, ah, quand même, c'est dommage, c'est une occasion. Mais si on y réfléchit rationnellement, il y avait assez peu de chance parce que il n'y avait pas de plan à l'avance. Il y avait des groupes qui avaient des vues politiques assez différentes et donc se saisir de la Chambre, se saisir même de l'Élysée, etc., aurait peut-être permis de prendre le pouvoir un jour, et puis le lendemain, on aurait eu une grève générale, une insurrection générale. Je ne crois pas que ça aurait pu être durable. La prise de pouvoir est quelque chose qui se prépare très longtemps avant. D'ailleurs, l'Action française a voulu créer un état d'esprit royaliste, dégager une élite qui puisse prendre ce pouvoir, et tant que nous n'avons pas cette élite, je crois que c'est un petit peu utopique. Parce que ce que vous me dites, c'est que l'Action française a échoué, en fait. Elle n'a pas encore réussi, mais je ne veux pas dire qu'elle a échoué pour autant. Après un siècle, c'est un échec. Vous savez, les Républicains ont mis plus de temps. Les Républicains, j'ai tort parce que ce n'est pas uniquement des Républicains, mais je veux dire, les révolutionnaires ont mis plus de temps que ça. La subversion, elle est ancienne. La subversion, justement, et la révolution. Ils ne sont pas arrivés à la Révolution française du jour au lendemain. Ils avaient déjà des tas de réseaux, des tas de groupes. Et un pouvoir, souvent, tombe juridiquement après être déjà tombé. On a laissé le pouvoir intellectuel à d'autres, on a laissé une influence économique très grande, etc. Si vous regardez les idées délétères, elles existent avant la Révolution. Les philosophes du XVIIIe siècle, mais même un certain nombre de choses qui viennent de la Réforme. Et au moment des guerres de religion, il y a eu des auteurs qu'on appelle des monarchomaques qui ont défendu des idées antimonarchiques, et tout ça a continué de circuler. Donc ça a mis très très longtemps. Les idées subversives sont très anciennes aussi. Donc, je crois qu'il faut que nos idées pénètrent le pays profondément si nous voulons arriver à les idées subversives viennent des philosophes des Lumières. Bon, pas uniquement, il y a la plus ancienne encore. Hein. Le protestantisme, par exemple, a eu des causes. Et il y a d'autres choses que le protestantisme. Vous avez des courants... c'est quoi les autres choses ? Je pense par exemple à l'époque la grande époque de la théologie de saint Thomas. Vous avez aussitôt après des auteurs comme Occam ou Marcille de Padoue qui sont des auteurs qui défendent des thèses qui ont d'ailleurs souvent été condamnées par l'Église, mais ça n'a pas empêché qu'elles se sont répandues. Donc vous avez je crois que j'allais dire, la subversion, elle commence dès l'époque du Jardin d'Éden, quand elle commence avec, à ce moment-là, ou elle commence aussi quand Satan répond « je ne servirai pas », c'est ça. Il y a toujours... beaucoup de gens croient que si un jour nous étions par chance au pouvoir, et si nous imposions les idées qui sont les nôtres, tout serait réglé. Mais non, je pense que la lutte entre le bien et le mal, la lutte entre le vrai et le faux, elle est pour toujours, et elle continuera. Et même si nous étions au pouvoir, nous aurions en face de nous une opposition. On va parler pouvoir, parce que je pense que c'est ce qui nous manque en fait. On a des intellectuels brillants, on a tout ce qu'il faut, les idées, on va dire, intéressantes et normales, hein, parce que aujourd'hui, le progressisme et les modernistes, les globalistes, appelez-les comme vous voulez, cherchent à inverser les valeurs ancestrales. Pourtant, ils y arrivent, hein. Je ne sais pas quoi ils font. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, si on parlait de mariage pour tous, de non-binaire, des gender fluides, de transgenre et tous ces trucs, on aurait dit, bon, c'est drôle. Et aujourd'hui, lorsqu'on en parle, c'est la 17e chambre. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont, en très peu de temps, fait un sacré chemin. Et je n'arrive pas à comprendre que ces gens, qui sont fous, faut se dire les choses, ils sont totalement fous, arrivent en si peu de temps à la tête de l'État, alors que nous, avec nos idées ancestrales qui existent depuis que le monde est monde, depuis que l'homme est sur Terre, eh bien, nous soyons là dans l'opposition. Voilà. Et à un moment donné, je pense qu'on ne cogite pas assez la prise de pouvoir. Oui, mais je pense aussi que les choses ne vont pas uniquement dans un seul sens. Bien sûr, nous avons l'impression actuellement que beaucoup de choses s'effondrent, que beaucoup de valeurs qui nous paraissaient établies ou
peu discutables le deviennent. Mais vous avez un épisode, et je reviens presque à notre sujet, pensez à l'époque du maréchal de la Révolution nationale. Cette chose-là, nos adversaires ne l'attendaient pas. Et je pense que la détestation du régime du maréchal que nous connaissons à l'heure actuelle, ça vient du fait qu'ils ont eu très peur. Parce qu'un certain nombre d'idées qui ont été lancées à cette époque étaient des idées qui d'ailleurs étaient déjà répandues dans le corps social et qui encore maintenant pourraient plaire. Travail, famille, patrie, c'était un bon slogan et on peut broder là-dessus. Et là, il y a eu un recul quand même des forces adverses qui a eu lieu. Ce qui prouve, je pense qu'il y a des allers-retours et tout n'est pas. Il ne faut pas être pessimiste et voir. Bien sûr, nous avons des défaites. Bien sûr, il y a eu le mariage pour tous et des choses comme ça. Mais nous pouvons aussi avoir des victoires. Nous pouvons aussi les espérer. Et il faut les préparer. Je ne suis pas pessimiste, pas du tout. La seule chose, c'est que je trouve que nous ne parlons pas assez de cette prise de pouvoir. Et je pense qu'on vous savez, la prise de pouvoir, c'est un risque. C'est un risque physique. Et on parle beaucoup d'élections. L'élection n'est pas un risque. L'élection, de toute façon, c'est organisé par le système. Le système organise quelque chose qui fait que, de toute façon, il ne peut pas perdre. C'est pour ça que le Front National, etc. D'ailleurs, j'ai un commentaire là qui me dit le FN a été fondé en 72 et a ressemblé à plusieurs courants de la droite nationale. C'est devenu un parti PC mondialiste. D'ailleurs, Jordan Bardella est franc-maçon. Bon, je sais pas, mais peut-être. Ce serait dommage qu'il le soit. Mais bon, le Front National, c'est le système. Il joue le jeu démocratique. Il joue donc dans le système. Nous devons réfléchir à sortir du système, mais à prendre le pouvoir sur le système. Et ça, nous ne le faisons pas. Je le trouve, et ça me désole malheureusement. Alors nous avons de brillants intellectuels, très bien, mais nous avons besoin aussi de gens d'action. Non, mais pour revenir sur le Front National avait peut-être une possibilité du temps de Jean-Marie Le Pen qui n'est plus possible aujourd'hui, quand on voit comment il s'est fait infiltrer de l'intérieur, quand on voit qu'aujourd'hui, Jordan Bardella ne remet plus en cause le mariage pour tous, qu'il appelle que c'est un acquis. Il suffit de voir aussi la dernière photo qu'il a publiée sur son compte Twitter où il est en arrière-plan, on voit Valérie Hayé et juste à côté de lui, on voit Zelensky qui serre fièrement la main. On voit aussi qu'il s'est vanté plusieurs fois d'avoir comme livre de chevet le livre d'Harari, l'adjoint de Klaus Schwab. Donc le Front National, enfin appelé maintenant Rassemblement National, que j'aime bien appeler Reniement National, n'apporte plus rien à part détruire, à part se soumettre à beaucoup de choses et on ne retrouve plus les vraies valeurs qu'avait enseigné Jean-Marie Le Pen. Je nuancerai un petit peu la chose parce que c'est vrai que la direction du Front National ou du Rassemblement National quelquefois nous déçoit et nous désespère. Ça ne veut pas dire que tous les membres et même toutes les personnes politiques qui en font partie soient mauvaises, un par un. Bon, j'ai vu même les prises de position de certains députés qui ne sont pas mauvaises. Donc on peut espérer là aussi, c'est toujours cette lutte dont je parle, cette lutte entre le bien et le mal qui existe et qui existe en tout homme, et il y a malgré tout des éléments dans ce mouvement qui sont valables. Alors, il y a quand même une chose, effectivement, c'est le problème électoraliste, parce que le Front National, y compris dès le début avec Jean-Marie Le Pen, a joué cette carte électorale. C'était une carte à jouer, je pense qu'il n'avait pas tout tort là-dessus, quoique on se pose des questions quand même en se disant, est-ce qu'il a lui-même voulu aller au bout, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il ait voulu prendre le pouvoir, mais indépendamment de ça, il a réhabitué toute une partie de la droite nationale à compter sur les élections. Et il n'a pas utilisé seulement comme un moyen, c'est devenu une fin. Et ça, c'est assez dangereux. Je pense que je vais prendre une comparaison chez nos adversaires. Allez-y. Chez les communistes, au début, je parle des communistes de la grande époque, de l'époque les premiers, ceux de la Troisième République, ils disaient, quand nous faisons élire un député, nous envoyons quelqu'un chez l'ennemi. Mais c'est un petit peu ça qu'il faut quand même penser. Je crois C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que de l'intérieur, on peut être dans le système, mais sans faire partie du système, si vous voulez. C'était une stratégie d'entrisme. Et donc, ça, ce n'est pas mauvais. Mais en revanche, si on se met à pantoufler, à ce moment-là, c'est très dangereux. Et à ce moment-là, on finit par se faire récupérer. Et c'est souvent, d'ailleurs, parce que c'est comme ça, le système amène des gens à l'adopter. Et finalement, il fait tomber nos mouvements parce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, quelqu'un de chez nous arrive à avoir un peu une sphère de pouvoir, à ce moment-là, il n'est quasiment plus utilisable parce qu'il est rallié à leur système. Mais pour revenir sur la prise de pouvoir,
Je pense qu'il y a quelque chose qui est très peu mis en avant dans nos milieux, mais qui mériterait Allez. d'être mis en avant. C'est le fait de faire des candidatures de témoignages. Parce que souvent les gens disent, ah, c'est les élections, donc tu rentres dans le jeu de l'ennemi. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que faire passer des idées, même si on va peser pas grand-chose, c'est faire avancer des idées, c'est le faire entendre à un public qui n'a pas l'habitude de l'entendre. Et moi, je pense, par exemple, lors d'élections législatives, par exemple, ou européennes, bah, il y a des gens, ils vont recevoir après des programmes, ils vont recevoir des Qu'ils ne messages lisent pas. Hein. qui lisent peut-être pas, mais Ah, quand même. il y en a beaucoup qui peuvent tomber dessus. Oui, mais problème étant, par exemple, Oui, ces européennes, c'est que pour que les électeurs lisent les programmes, c'est-à-dire ces fameuses professions de foi, qu'elles soient distribuées auprès des gens, c'est avec les bulletins de vote, etc. C'est 800 000 euros. Hein. Bien sûr, C'est quand même beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'est plus investi bien sûr. dans d'autres actions qui pourraient être beaucoup plus intéressantes. Après, on peut avoir plus de facilité pour les législatives. Où Et là, surtout les municipales qui sont à notre Exactement. portée. Ah, et ça oui, et plutôt ça. beaucoup de gens n'y vont pas. C'est ça le problème, c'est C'est que qu'on les a gens, beaucoup ils de sont- C'est gens, vrai. même de chez nous, qui pourraient s'investir, qui pourraient être conseillers municipaux, être joints. C'est loin d'être impossible. Hein. Et puis, à ce niveau-là, les gens ont souvent du bon sens. On a des gens qui n'ont pas les mêmes idées. On sait, un tel, on dit, oui, il est un peu de gauche. Néanmoins, sur tel ou tel sujet, par exemple, ce mariage pour tous, il est absolument contre, ainsi de suite. Donc, on peut agir. Et de même, on a un contact très proche. Et je crois qu'il ne faut pas oublier. Alors, l'élection, sans vouloir faire du électoralisme, l'élection a tout de même des avantages que nous avons tendance à négliger. C'est un événement politique et c'est un événement où les gens s'intéressent un peu à la politique, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Et c'est un événement prévisible, en général. On peut, même la dissolution pouvait être prévue. Hein. On dit que, par exemple, certains candidats du Rassemblement national n'avaient pas le niveau. Je trouve que le Rassemblement national est un peu léger de ne pas avoir prévu qu'il allait y avoir une dissolution. Donc, vous pouvez avoir vos candidats, vous pouvez avoir prévu votre campagne et vous pouvez avoir prévu vos thèmes avant. C'est ça qui est intéressant. Là où vous ne savez pas, il peut arriver des événements politiques graves que vous n'attendez pas pour le reste, mais ça, c'est celui-là, vous pouvez le prévoir. Alors, il faut savoir l'utiliser. Nous ne sommes pas assez, on n'utilise pas assez. Non, mais par exemple, pour revenir sur les municipales, c'est que moi, je demande pas, il n'y a pas besoin de se présenter forcément sous une étiquette. Vous prenez un petit village, vous regardez s'il y a un maire qui se présente, vous allez le voir, vous lui dites, moi, j'aimerais bien être sur votre liste, et vous pouvez devenir conseiller municipal. Et là, vous faites passer... Ou même maire adjoint. Maire adjoint, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est aujourd'hui conseiller municipal dans un village de 1500 habitants, qui aujourd'hui a réussi à refaire des routes, a réussi à empêcher la construction de logements sociaux et même a fait restaurer des calvaires. Et ça, c'est important de le défendre parce que c'est comme ça qu'on sauve la France. C'est pas en restant chez soi et en étant pessimiste à critiquer l'actualité. Parce que le grand malheur de notre société, c'est aussi toujours être là à critiquer tout ce qui va pas autour de soi. Mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. Donc moi, je dis aux gens qui nous écoutent, bougez-vous, agissez, et même s'il n'y a pas grand-chose, allez soutenir des associations aussi qui mènent le combat national. Je pense par exemple à SOS Calvaire, qui aujourd'hui défend notre patrimoine. Et si vous n'avez pas les moyens physiques d'agir en remettant des calvaires, ne serait-ce que faire un don à ce genre d'association, c'est déjà apporter sa pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que là où est intéressant l'élection municipale, c'est que même le conseil municipal d'opposition, en province et dans ces villages et même dans le périurbain, ça reste quelqu'un. Bien sûr. C'est-à-dire c'est un type Mais écouté. Parce que dans les campagnes, il n'y a pas de droite, gauche, C'est pas liste. uniquement la campagne d'ailleurs. Il se trouve que j'avais un de mes collègues à la faculté de droit qui était du parti radical, mais j'avais des échanges très libres. Et un jour, il m'avait dit je suis dans une ville moyenne, je suis conseiller municipal. Il me dit 6 mois avant l'élection, on se marque que l'on est plus à droite ou plus à gauche pour des raisons électorales, mais il dit finalement on gouverne très bien ensemble. Et j'ai connu le cas d'une autre ville où je connaissais un conseiller municipal qui était dans une opposition qui était minoritaire. Malgré tout, il avait des tâches et il travaillait avec les autres. Hein. Donc c'est possible tout de même, entre honnêtes gens, j'allais dire, de faire les choses à ce niveau municipal, même dans les villes moyennes. Bon, alors il y a le problème des grandes villes, ça c'est autre chose. Il y a Paris, et je ne vous cache pas que j'aimerais bien voir changer de maire de Paris, mais ça c'est autre chose. Mais alors justement, là-dessus Allez-y. Je trouve quand même un peu gênant que personne ne pense à la prochaine élection municipale à Paris. C'est-à-dire que la veille de l'élection municipale, tout le monde va se réveiller en disant il faut renverser Mme Hidalgo. Mais c'est maintenant qu'il faut préparer la chose. C'est pas au dernier moment, parce que il sera trop tard. À ce moment-là, il faut dès maintenant préparer les dossiers et annoncer une politique différente.
C'est vrai, mais alors sur Paris, c'est quand même spécial. Hein. Paris, c'est spécial par rapport à tout le reste. Ça ne peut être qu'un parti de droite modéré ou de gauche modéré. Ça ne peut pas être ni le Rassemblement national, ni. Oui, mais on peut peut-être essayer de connaître des gens de la droite modérée et faire comprendre aussi à ces gens-là. Oui, mais on peut aussi dire qu'il y a des têtes qu'on ne veut pas voir et des choses comme ça. Nous avons un poids et nous ne savons pas l'utiliser. C'est ça qui est un peu... Justement, vous pensez que nos idées sont majoritaires aujourd'hui en France ? Beaucoup me le disent. On me dit oui, nos idées sont majoritaires. On a vu récemment, parce que c'est un peu comme un serpent de mer, comme une rivière souterraine. Et je reviens à Vichy d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, on a l'État français, où je pense que c'est une rivière souterraine qui est ressortie d'un seul coup. Il y a beaucoup d'idées, on le voit actuellement avec l'immigration. Sur l'histoire de l'immigration, nos idées sont majoritaires, c'est certain. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas les exprimer. Et il y a beaucoup d'autres choses. Regardez le goût des Français pour le patrimoine, le goût des Français pour les châteaux, le goût des Français pour ces journées patrimoine, tout ça. Et également la cuisine française que l'on défend contre les burgers et autres, tout ce qu'il y a, les kebabs et autres choses que ce genre-là. Les Français ont quand même, malgré tout, mais ça reste, mais ça ne se traduit pas politiquement. C'est ça le problème, c'est que les Français ont un certain nombre d'idées, de goûts ou de dégoûts, mais politiquement, c'est pas la même chose. Quand ils sont chez eux, ils sont capables de tenir de bons propos, et puis quand ils sont à l'isoloir, ils disent non, il faut voter utile de toute façon, ça peut être qu'un tel qui gagne, c'est une canaille, mais je vote pour lui. Aussi quand c'est ça le problème. Et c'est ça aussi d'ailleurs le problème de l'élection. L'élection, c'est un mécanisme terriblement dangereux, c'est un fait. Alors est-ce qu'il faut totalement s'en éloigner ? Je connais des gens qui me disent il faut absolument pas, il faut refuser. D'un autre côté, c'est aussi une des seules façons de tenir un peu de pouvoir. Cher Mathieu ? Non, mais on l'a vu aussi lors des manifs des agriculteurs, par exemple, que les Français étaient assez d'accord pour défendre l'agriculture. Mais si on va plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus tenu en France, il est tenu aussi à Bruxelles. Et si on veut une vraie politique aussi de défense de la France, du pays réel, comme disait Maurras, il faut aussi soutenir la sortie de l'Union européenne, de faire le Frexit. Et sans Frexit, on ne pourra pas sauver la France. Vous savez pourquoi je parle de prise de pouvoir ? Parce que je le sens venir, le système par la dette et les déficits finira par ne plus payer les RSA et compagnie des gens, des CAF et tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui la République tient, c'est avec ce social, les retraites bien entendu, la fonction publique, toutes ces choses. Et c'est pas compliqué, il y a deux choix. Soit le grand soir de LFI, voilà, ce qui peut arriver parce que eux, pour le coup, sont excessivement bien organisés, ils ont une représentation, ils ont les leviers médiatiques, et j'imagine même pas ce que peut devenir le grand soir de LFI quand on voit les énergumènes qu'il y a chez eux, parce qu'il y aura islamisme et progressisme, faut se le dire, et collectivisme, il y aura c'est le tiercé gagnant avec eux, ou il y aura le coup d'État venant des nôtres, quoi. Quel choisir ? Et comment réussir notre coup d'État ? Oui, c'est ça, c'est le problème. Maurras avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Si le coup de force est possible », où il étudiait les divers coups d'État du 19e siècle, et il avait une préférence pour celui du prince-président Napoléon III. Bon Oui, dans son livre d'ailleurs, il montre que c'est un coup d'État un peu modèle, c'est-à-dire que Napoléon III était déjà président de la République, et étant menacé de ne pas pouvoir se représenter, etc., il prend le pouvoir totalement. Mais il avait déjà une grande partie, il tenait déjà les préfets, les généraux et ainsi de suite. Donc c'est une des façons de faire. Mais il étudie aussi d'autres manières de faire. Mais c'est peut-être une chose qu'il faut remettre tout à fait à l'étude. Bon, les coups d'État qui réussissent le mieux, à mon avis, sont ceux qui finalement sont les moins visibles, ou même quelquefois, par exemple, je pense 58. La prise du pouvoir par le maréchal ou la prise du pouvoir par le général, dans les deux cas, ce ne sont pas des coups d'État qui ont été faits violemment. Ça a été au contraire, dans les deux cas d'ailleurs, ce sont des personnages qui avaient déjà une partie du pouvoir. Je pense que le maréchal Pétain n'a jamais voulu renverser la République. Simplement, sa présence s'est imposée. C'était un socialiste, maréchal
Samuel Pétain? Ah, pas du tout, non, Certains le disent ça. C'est un conservateur. Ah, quand même. C'est un conservateur, mais c'est un conservateur républicain. C'est pas un homme d'ailleurs de la droite et encore moins de la droite de la droite, mais justement ça montre aussi quand même combien, quand on voit que la Révolution nationale, dont les débuts sont très maurassiens, on se rend compte combien la pensée de Maurras avait pénétré très au-delà des limites de l'action française. Et c'est ça qui est assez intéressant et assez important, c'est qu'on s'est mis à penser en termes maurassiens. Et le maréchal, dans les premières réformes, il y a un livre de Maurras qui s'appelle La Seule France, où il fait l'éloge des... Et Maurras lui-même est étonné d'ailleurs, parce que Pétain n'était pas du tout l'homme qu'il attendait. Maurras croyait plus à d'autres généraux qu'à Pétain. Mais Maurras dit quand même aussi quelque part, au sujet de Monk, celui qui doit rétablir la monarchie, Monk nous lie, et Monk sortira des rangs républicains. C'est-à-dire qu'il pense que c'est quelqu'un qui n'est pas encarté chez nous, et c'est exactement ce qui s'est produit. Et la République, d'ailleurs, en voulait terriblement à Pétain pour ça, parce que la République avait couvert Pétain d'honneur, il faut bien le dire. C'était un personnage en qui elle croyait. Quand il a été envoyé chez le général Franco, je crois que c'est Léon Blum qui avait écrit « On envoie ce qu'il y a de mieux en France à Franco, c'est scandaleux, etc. » Et donc, la République avait une certaine confiance dans ce maréchal, et c'est ce maréchal qui a tordu le cou à la République, finalement. Mais ce n'était pas son désir. Son désir, simplement, c'est parce qu'il y avait des choses qu'il fallait faire. Il fallait revenir à certaines valeurs. Et donc, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer sur les bases de la Troisième République. Alors, je lance là le Bobino dépendante. Évidemment, quand il y a des grands événements comme ça se passe le samedi pendant mon émission. Donc, bon, bah, ça, voilà, c'est comme ça. Tous les samedis. Vraiment, bon, je ne pourrais pas donc être à la messe, j'en suis désolé, mais pas faire ça le dimanche. Alors vraiment, bon, bref. Allez, question d'auditeur. Pourquoi opposer catholique et païen? Ah, je savais que cette question reviendrait. Moi, je suis pagano-chrétien, donc catholique, monarchiste et non pas judéo-chrétien, donc protestant mondialiste. Jésus-Christ n'est-il pas l'évolution d'Apollon, Jupiter et tous les saints, l'évolution des dieux? Qu'est-ce que vous en pensez, cher Mathieu? Non, mais on ne demande pas d'opposer catholique et païen, on demande simplement d'attirer les gens vers Dieu. Parce que très clairement, moi j'ai croisé lors de plusieurs manifestations des gens qui se disaient païens, mais que j'accueillais volontiers auprès de moi, dans le sens où le chrétien doit accueillir tout le monde, aime son prochain, ça c'est une parole du Christ. Et donc, le but, c'est pas de les opposer. Après, c'était quoi la suite de la question? C'est catholique monarchiste? Oui, les catholiques monarchistes. Non, il y a les pagano-chrétiens. Donc, catholiques monarchistes. Oui. Et non pas judéo-chrétiens, donc protestants mondialistes. Et Jésus-Christ n'est-il pas l'évolution d'Apollon, Jupiter et tous les saints? L'évolution de... Ouais, bon. Oui, mais... Réponds et après... Le professeur sur cette question. Non, mais cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais un habitué. Il oublie surtout que la France est née par le baptême de Clovis et que c'est la religion chrétienne qui a construit la France. Par les rois de France, ils ont avec leur sacre à Reims, et Jeanne d'Arc, Saint-Louis, c'est pas des rois païens, c'était des rois catholiques. Donc nier le catholicisme de la France, c'est aussi pas connaître son histoire de France. Bon, j'aime beaucoup cet auditeur, mais là, quand même, on va lui répondre, mais c'est un habitué. Alors, pour ce qui est du paganisme, je n'ai pas de détestation du paganisme en soi, parce que Maurras lui-même aime beaucoup à cause des lettres grecques et romaines. Ouais. Mais le paganisme, c'est quand même le passé. Et les néo-païens, je ris un peu quand on voit les druides se balancer en tenue blanche, ça fait plutôt rire. Alors, j'ai vu aussi, il y a une critique contre le mot judéo-chrétien. Et je pense que l'auteur de la question a raison sur ce point, parce que judéo-chrétien, ça a un sens légitime, mais qui est très limité. Il y a un livre du cardinal Danielou qui parle des origines du christianisme, et c'est en 3 tomes. Et le premier tome, c'est le judéo-christianisme, c'est-à-dire le christianisme tout à fait des origines. Et après ça, il parle de l'helléno-christianisme, enfin, ou au moins de la période où le christianisme s'est hellénisé, puis de la latinisation du christianisme. Donc, le judéo-christianisme, ça en parler, c'est légitime, mais seulement pour le 1er siècle. Après, ça n'existe plus. Et nous, jusqu'aux années 70-80, personne ne parlait de judéo-chrétien. Même les milieux juifs n'en parlaient pas, d'ailleurs. C'est une invention totale qui a été faite dans un but publicitaire, pourrait-on dire. Donc, alors, Charles Maurras, Charles Maurras, l'ordre et le désordre, des idées positives de la Révolution. Avant-propos du... Et la Révolution. Et la Révolution, pardon. Il ne trouve pas d'idée politique dans la Révolution. Bien sûr. Avant-propos du professeur France Bouscaut, président de l'association Sainte-Geneviève, et notre ami Mathieu Goyer, secrétaire général de Sainte-Geneviève. Vas-y, rajoute.
Non, mais ce que je veux dire, pour revenir sur le fait de, quand il parlait d'opposer les catholiques et les païens, il faut aussi rappeler que nous sommes catholiques, et pourtant Maurras n'était pas catholique. Il Ah était bon? agnostique et il a été catholique seulement à la fin de sa vie. Mais comme il défendait beaucoup de bonnes valeurs nationales, et bah, on se doit aussi de défendre sa politique. Maurras était effectivement agnostique. Il a perdu la foi à la suite d'un événement grave dans son adolescence. Il avait d'abord perdu l'ouïe. Il est devenu sourd assez subitement et on n'a pas réussi à le soigner, ce qui fait qu'il entendait mais très très mal par la suite. Et ça avait provoqué chez lui une crise psychologique et une crise politique, d'ailleurs qu'il a amené très loin vers l'anarchie, vers une tentative de suicide, enfin pas une tentative, une tentation de suicide plus exactement. Alors, Et puis finalement, il a voulu se reconstruire. Et s'est construit sur deux idées, sur l'esthétique et sur la politique, c'est-à-dire des choses qui pouvaient durer. Et donc, bon, mais il a eu, effectivement, Maurras a toujours eu une sympathie pour les origines païennes, et notamment la Grèce antique. Hein. Attention, c'est pas du tout Thor et Odin, ça lui plaît, c'est pas du tout sa paroisse. C'est alors Apollon, je suis d'accord, et des choses de ce genre. Et donc, il aime bien l'Antiquité, et il a raison d'aimer l'Antiquité. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de rejeter nos origines. Là encore, il y a un aspect culturel du paganisme. Il y a aussi des choses où aussi le paganisme est une préparation évangélique. Mais il est évident, à la limite, je pense qu'il y a quand même chez des néo-païens beaucoup une certaine sympathie nietzschéenne pour la force. Et c'est à travers ça, certains disent que le christianisme est une religion faible. Bon, il devrait quand même réfléchir à une chose, c'est que c'est le christianisme qui a gagné finalement. Donc si la force, elle est aussi du christianisme. Il y a une force spirituelle, il y a une force... Alors bien sûr, il dit c'est souvent subir, c'est vrai, mais c'est aussi une force active. Et donc, je crois que le néopaganisme, a un peu tout faux, et c'est un plaquage, c'est une nouveauté. Oui, mais je veux dire, le travestissement du catholicisme romain, depuis l'après-guerre, et évidemment la médiatisation de l'idéologie, le Christ est un hippie. Rappelez-vous les années 60, le Christ est un hippie. Mais ça n'existait pas avant. Oui, voilà, non, mais il y a des tas de Christ divers et très bizarres que l'on nous invente, mais bon, c'est pas sérieux. Alors, question d'auditeur. Bonjour, Bonaparte n'a pas voulu être roi, même s'il a eu les tentations dynastiques, mais sans y mettre les moyens. Il faut réellement investir dans sa progéniture. Napoléon ne pensait qu'à lui fondamentalement. Par contre, faux, nous savons que les Carolingiens ne descendent pas des Mérovingiens et la famille d'Anjou, non plus des Carolingiens. Les dernières recherches le montrent. Par contre, chaque famille le revendiqua par essence, alors qu'en réalité ce sont des familles vassales puissantes, mais qui furent les serviteurs des premiers, sans en être absolument. Il peut tout à fait émerger une nouvelle famille du milieu de l'ancienne aristocratie française, ou même d'entre les meilleurs simples français actuels, la nouvelle aristocratie, par l'intermédiaire d'une personnalité d'exception qui en aurait l'ambition et les moyens de cette ambition. La seule nécessité serait même de manière capillotractée de se rattacher à la dynastie précédente, ou au moins de réclamer une filiation spirituelle. Car être monarchiste, c'est s'inscrire nécessairement dans le temps et dans la lignée des Oins. Les faits, l'histoire montre que la dynastie qui faillit ne revient jamais sur le trône. Les Bourbons ont failli. Tous, peu importe la pseudo-légitimité, que le ciel nous envoie son choix parmi les meilleurs d'entre nous. Bien à vous et vive le roi. C'est intéressant ce commentaire. C'est une vision, effectivement, il y a une vision dynastique en montrant qu'il y a eu plusieurs familles qui se sont succédées. Et c'est vrai qu'il y a eu une montée au pouvoir, aussi bien des Carolingiens que des Capétiens. Bon, il y a aussi d'ailleurs la montée au pouvoir de Napoléon Bonaparte et le fait que c'est quand même très bizarre qu'un petit général devienne d'abord le chef d'État, puis ensuite empereur. Il n'a pas voulu, effectivement. L'aspect dynastique l'intéressait assez peu. Et c'est plutôt les gens autour de lui qui ont voulu d'ailleurs opposer monarchie à monarchie, parce que quand... Napoléon Bonaparte devient empereur, c'est surtout parce qu'on se dit, ce sont des révolutionnaires qui ont l'idée de mettre un empereur héréditaire pour empêcher le retour du roi héréditaire. C'est un petit peu ça, se jeter à l'eau pour éviter d'être mouillé. Mais je ne dis pas que ce soit en soi impossible, mais ça me paraît plus difficile encore à notre époque. Oui, mais ce ne sera pas un Bourbon. Et ça ne peut pas être prévu à l'avance. Vous n'allez pas pouvoir programmer à l'avance ce genre de choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une identification pour justement le retour de cette monarchie?
Bah, je veux dire, c'est pas une cause monarchique, ça va être le candidat lambda qui va s'avérer être l'homme providentiel, et puis certains vont dire, ah, mais pourquoi pas prendre la suite. J'y crois pour ma part assez peu, hein, parce que il y a aussi une question de durée dans la monarchie. La force de l'institution est qu'elle est justement durable. Donc, il y a une durée. Regardez justement les Carolingiens, avant d'être, ils sont les anciens Pipinides, c'est-à-dire qu'ils étaient maires du palais, mais ils l'ont été pendant des générations avant d'arriver à avoir la couronne. Bon, les Capétiens étaient ducs de France pendant très longtemps, ils étaient quand même en marge du pouvoir. Quand c'est trop rapide, ça ne tient pas. Le cas de Napoléon le montre. Napoléon est arrivé au pouvoir, il a été sacré empereur, il a été empereur, il a été sacré, ce qui n'empêche qu'en 14 et 15, il a été renvoyé parce qu'il n'y avait pas encore une... Et quand il y a eu la tentative du général Mallet contre Napoléon, 10 ans l'empereur est mort en Russie, et une tentative de coup d'État, Napoléon a été scandalisé en disant « Mais vous n'avez pas pensé à mon fils ?» On annonçait faussement sa mort. Il dit « Vous n'avez pas pensé à mon fils ?» Ça prouve que le réflexe dynastique n'a pas joué dans ce cas-là. Donc je ne crois pas qu'on recréera ce réflexe dynastique, mais sinon je dis à celui qui veut le tenter de bonne chance à lui, hein, qu'il l'essaye, mais je ne crois pas. Moi je crois qu'on est obligé de revenir vers l'ancienne famille. Alors malgré tout, il y a des retours historiques qui se font. D'ailleurs, j'ai un auteur qui avait écrit les 6 restaurations pour la France, parce qu'il n'y a pas eu seulement la restauration en 1814 et 1815, il y a eu par exemple l'arrivée d'Henri IV, après où la monarchie a quand même été assez malmenée. Il y a eu Charles VII aussi, si on remonte plus loin, et donc c'est tout à fait possible. Donc le fait qu'un prince de la famille des Bourbons puisse revenir sur le trône me paraît en soi possible. Et c'est d'ailleurs le seul à qui pense... J'ai beaucoup de questions, donc du coup, il faudra qu'on soit un peu plus bref sur les réponses. Mathieu, bonjour. La seule possibilité pour sauver notre pays, la France, est d'avoir une conception du monde révolutionnaire, nationaliste, européenne. Nous sommes à l'ère des continents et non plus des pays. Et le salut viendra d'une politique nataliste européenne, car il n'y a richesse que d'hommes. Ce n'est pas avec l'IVG, le wokisme, le LGBT qui assurera nos lendemains, car aucune descendance avec ces visions nihilistes de la vie. Non, mais ça, je suis d'accord dans le sens où le wokisme, l'avortement est un fléau dans notre pays et que nous devons le combattre. Mais pour revenir, chaque pays doit avoir sa propre identité. Et moi, j'ai du mal avec le concept de défendre l'identité européenne, parce que chacun a ses langues. Quand on va en Espagne, en Italie ou au Portugal, chacun a ses cultures, et il est normal de défendre son pays avant tout. Donc, malgré tout, il y a quand même une identité occidentale et européenne que l'on ressent, mais c'est pas l'Europe des technocrates que nous voulons. Voilà. Mais en revanche, notamment entre pays chrétiens et les pays catholiques, et je crois qu'il y a une certaine... Maurras était d'ailleurs pour lui liguer les pays latins, et il tenait beaucoup à ça. Il peut y avoir une entente, mais je pense pas que, comme beaucoup dans les milieux identitaires veulent forcément mener le combat européen, je pense qu'avant de mener le combat européen, il faut d'abord mener le combat français, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à régler en France avant de se préoccuper de ce qui se passe dans les autres pays. Et une fois qu'on a réglé le problème de la France, on pourra régler le problème ailleurs. Mais vous l'avez vu, je le vois, moi je connais les gens, vous savez, j'ai fait des milliers d'interviews, je vais dans les manifs et tout ce que vous voulez pour faire des reportages. Et je le vois, la nouvelle génération pense, et les identitaires ont pris d'assaut cette nouvelle génération, et ils pensent pas France, catholicisme et roi. Ils pensent race, ethnie et continent. C'est une réalité. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même des déviations. Sinon, je me permets une petite remarque. Je sais que j'avais fait une plaisanterie. Quand il y a eu le Brexit, j'avais rencontré un Anglais peu après, et je lui ai dit, je ne me suis jamais senti aussi solidaire et j'ai jamais senti la communauté d'esprit entre nous autant que depuis que vous avez décidé le Brexit. C'est-à-dire que je pense que les nations doivent chacune avoir leur indépendance. Voilà. Ça ne veut pas dire quand même que toutes les nations d'Europe n'aient pas quelque chose en commun et une différence fondamentale avec, par exemple, l'Afrique ou même l'Asie. Question, de quel catholicisme parle votre invité? Un nationaliste, arriverait au pouvoir en France, il se ferait condamner par le pape, les évêques, et on aurait les grenouilles de bénitier qui suivraient. Il ne faut compter sur les cathos qui ont... c'est pas gentil, mais bon, bref, je le lis quand même, qui ont voté à gauche, Macron et LR pour prendre le pouvoir.
Il n'a pas totalement tort, le monsieur. Non, mais Non, déjà, madame. alors de quel catholicisme nous parlons? Déjà, nous parlons du catholicisme qu'on appelle traditionnel aujourd'hui, celle qu'ont connu nos ancêtres. Et oui, ça serait condamné aujourd'hui par le pape François, parce qu'aujourd'hui, le pape François appartient aussi au système mondialiste. Et il accepte beaucoup de choses. Il accepte notamment d'accueillir les migrants, il accepte de bénir les couples homosexuels. Et donc, il va à l'encontre de la doctrine catholique. Et il ne faut pas avoir peur aussi si un jour nous sommes excommuniés de l'être, comme l'avait été Monseigneur Lefebvre à son époque, et qui a quand même continué le combat, qui a sauvé l'Église comme il a pu, en fondant la Fraternité Saint-Pédis, et qui aujourd'hui compte plus de 700 prêtres, et 2 évêques aussi, et qui il tient le coup, et qui aujourd'hui fait beaucoup de bien dans la foi, parce qu'on le voit avec les pèlerinages, on le voit notamment si nous allons par exemple le dimanche pour les Parisiens, Saint-Nicole-Chardonnay, il y a des milliers de fidèles chaque dimanche, et ça fait plaisir de se dire qu'il y a une vingtaine d'adultes qui se font baptiser chaque année. Et donc la foi n'est pas perdue, et qu'il n'y a que par Dieu que nous sauverons la France. Je le répète parce que ça, c'est quelque chose qui est pas assez mis en avant dans nos milieux, parce que les gens ont perdu la foi. On se dit, ouais, mais la foi est minoritaire, mais pourtant, regardez autour de vous, regardez tous ceux qui sont baptisés, et c'est en hausse, tout le monde... Les musulmans aussi se baptisent. Et les musulmans, non, ils se baptisent pas, mais... Bah si, ils se font baptiser. Enfin, pardon, ils se convertissent au catholicisme. Oui, j'en remarque, j'en vois de plus en mais plus. il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des juifs, il y a aussi des gens, des juifs aussi, des gens qui bon. se revendiquent athées et qui deviennent catholiques, parce qu'il y a un manque spirituel en eux qui revient au naturel. Sur la question d'opposition entre certains avec le catholicisme de gauche et l'intérêt national, je citerai l'Irlandais O'Connell, qui était au XIXe siècle, qui disait: notre religion est de Rome, mais notre politique est de ce pays-ci. Donc il faut savoir justement distinguer les choses, et il faut savoir si le pape dit une sottise, vous savez, dans l'histoire, les papes ont souvent Mais dit le des pape choses. est théoriquement infaillible. Mais pas surtout, c'est que si le pape dit il va faire pour demain, je prenais quand même votre parapluie, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Non, je crois que c'est le pape et l'infaillibilité stricto sensu, elle a été utilisée pour 2 ou 3 dogmes depuis un siècle, hein, pour l'Immaculée Conception, l'Assomption, voilà. Donc vraiment très très peu. Alors vous avez quand même effectivement en matière doctrinale il y a une question: est-ce que le magistère ordinaire est infaillible, etc. Bon, mais c'est quand même, il y a des circonstances et il y a des sujets sur lesquels le pape est infaillible. Mais quand le pape nous parle des migrants, par exemple, il n'est pas infaillible, il nous donne une opinion, ses opinions personnelles, et donc nous ne sommes pas obligés de le suivre là-dessus. Vous voyez, donc, On peut remettre en cause cette opinion. sur les migrants, absolument. D'ailleurs, il suffit même de prendre... Ce qui est amusant, c'est si on prend le catéchisme de l'Église catholique, qui est un texte de Jean-Paul II, de l'époque de Jean-Paul II, et approuvé par lui, vous avez sur les migrants quelque chose disant: il faut être accueillant, néanmoins, l'immigration ne doit pas déséquilibrer le pays où on va. Donc c'est tout à fait ce que François ne dit pas, et au contraire, il dit le contraire là-dessus. Donc, vous voyez... Alors, quid des protestants? Vous arrivez à lire là ou pas? Alors, quid des je vous fais travailler un peu. protestants royalistes? Ah, Un tel mouvement a existé entre les dans deux guerres. l'entre-deux-guerres. Et je crois qu'il existe encore, parce que j'avais regardé ça sur Internet, je suis tombé dessus, ils avaient un site assez intéressant. J'allais dire, pour eux, c'est leur problème de savoir s'ils doivent être royalistes, mais s'ils le font, je pense que s'ils le font par esprit national, ça peut être tout à fait logique. Bon, alors nous n'avons aucune intention de massacrer les protestants, et alors Maurras se méfiait un petit peu. Hein. Il les mettait dans ce qu'il appelait les 4 États confédérés. Ah, qu'est-ce que sont les 4 États confédérés? Je les Ah, connais, hein, je sais ce que... Vous allez, Mais il n'y aura pas de dérapage, voilà, vous inquiétez vous voulez pas. jouer avec le feu. Oui, mais j'y viendrai. j'aime ça. Je n'esquiverai pas. Mais pour ce qui est des protestants, ce que Maurras leur reprochait, c'est l'esprit de libre examen. Il trouvait que le catholicisme, avec justement des doctrines très précises, très droites, très, très affirmées, était infiniment supérieur. Et il critiquait cet esprit de libre examen, où il voyait d'ailleurs une des origines de la pensée révolutionnaire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant, si on peut critiquer le protestantisme, que tous les protestants soient pour autant à rejeter. Et Maurras a eu des disciples protestants et des gens tout à fait valables. Et encore une fois, je dis, nous n'avons rien contre les personnes protestantes, et leurs idées religieuses ne nous plaisent pas, mais nous pouvons avoir avec Bon, dites
explique-nous. Travailler avec eux. Alors, les 4 États confédérés. Voilà. Bon, Les auditeurs attendent. Alors, je cite, hein, moi, je garderai un silence respectueux à cet égard. Vous savez, c'est-à-dire que je ne prendrai pas de position. Alors, vous avez 4 groupements qui, selon Maurras, sont les bases de la République. Les Juifs, les francs-maçons, les protestants et ceux qui appellent les métèques. Il reprend ce terme, qui est un terme de l'Antiquité. C'est métoïkos, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du pays et qui vivent, les étrangers habitués et vivant dans le pays. Alors, donc, Maurras estimait que ces 4 groupes étaient les bases de la République. Il dit les 4 États confédérés, parce que chacun de ces groupes n'a peut-être pas la puissance pour gouverner le pays, mais ensemble, ils le font. Alors, il faut penser quand même que la doctrine de Maurras a été élaborée au moment de l'affaire Dreyfus, donc ça a certainement joué un rôle, parce qu'à ce moment... il y a toute l'expérience du 19e siècle aussi derrière cela. Alors, s'il faut détailler un petit peu, alors les Juifs, bien sûr, ça revient souvent, quand vous parlez de Maurras, tous les gens vous parlent de son antisémitisme. Alors, il ne s'agit pas de tous les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui sont des gens tout à fait pacifiques et qui ne sont pas... C'est ce que... Alors, je sais que j'en ai parlé récemment dans une autre émission, c'est ce que M. Mitterrand ou M. Barr appelaient le lobby juif, qu'il faut voir. Hein. Ce n'est pas tous les Juifs, c'est simplement des Juifs c'est le CRIF, quoi, en tant que tel. Oui, mais pas seulement. C'est beaucoup plus vaste que ça. Oui, entre autres. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, ce sont les gens qui jouent la carte de leur groupe contre l'intérêt national. Et d'ailleurs, c'est le cas des 4 États confédérés. Donc, tous les Juifs ne sont pas stigmatisés, mais c'est ceux qui font un lobby contre la France. Mais je précise d'ailleurs qu'il n'y a pas que le lobby juif. On pourrait très bien dire, on parlait des protestants, les protestants, les catholiques de gauche, hein, ils font un lobby, etc. Il y a une quantité de groupes de pression. Je me rappelle quand je faisais mes études de droit, on nous disait les groupes de pression, c'est plutôt une histoire américaine. C'est pas vrai. En fait, il y en a toujours. Alors justement, les autres États confédérés donnent un bon exemple avec la franc-maçonnerie, qui est un lobby typique. Et alors celui-là, on a quand même encore le droit un petit peu de le critiquer, puisque là, les gens n'y entrent quand même que volontairement. Et donc, c'est une secte qui noyaute le pouvoir depuis 3 siècles. Hein. Les loges. Les loges, oui. Et les diverses loges, elles sont diverses, elles ont une sensibilité un peu diverse, mais elles sont quand même un peu... Elles ont encore le pouvoir de la Troisième République, ces loges ? Elle l'a repris largement. Alors, on dit que, justement, une des causes de la détestation de Vichy par nos adversaires, c'est que le maréchal avait dissous la franc-maçonnerie. Il paraît qu'il lui attribuait la lenteur de son propre avancement, parce que lui n'était pas maçon. Le maréchal, il y a une anecdote assez amusante au moment de l'affaire des fiches, vous savez, où les maçons demandaient aux officiers de dénoncer ceux qui allaient à la messe. Donc, on demandait au commandant qui sont vos officiers qui vont à la messe pour essayer de les bloquer. Et on aurait posé la question au maréchal Pétain, il aurait dit, je ne sais pas, je suis toujours au premier rang, je ne vois pas qui est derrière moi. Et ce qui était d'autant plus amusant, qu'il n'allait pas à la messe en réalité. Mais donc, il avait eu cette fierté en face de ça, et il n'aimait pas la maçonnerie. Alors, la maçonnerie était effectivement un groupe de pression qui est anticatholique, plus ou moins, parce que vous avez des loges plus ou moins dures. Il y a certaines loges qui se contentent simplement de faire des banquets le vendredi saint, mais il y en a d'autres qui sont quand même très nocives politiquement, et de toute façon, elles poussent quand même toujours dans le sens du progressisme. Alors, vous avez les métèques. Oui. Allez, finissez sur les métèques. Alors, à l'époque de Maurras, c'était des étrangers qui étaient souvent européens, par exemple des Italiens, etc. Alors, il n'y a jamais eu en France ni racisme, ni grand mouvement comme ça, mais les Italiens n'étaient pas trop aimés, surtout parce qu'ils acceptaient de faire des travaux pour des prix que les Français n'acceptaient pas. Et donc, c'était plutôt une rivalité économique que politique. Alors, il y avait aussi des Italiens comme Zola, par exemple, qui n'était pas italien de nationalité, mais qui était d'origine, des gens comme ça. Et Maurras, évidemment, n'aimait pas Zola, qui a joué un rôle dans l'affaire Dreyfus, des gens comme ça. Alors maintenant, on pourrait dire quand même que ce qu'a dit Maurras sur les métèques peut s'appliquer à nos minorités, à nos hôtes africains ou maghrébins. Et donc, il y a une présence et une puissance quand même, parce qu'on essaye, on en naturalise en grand nombre, et on sait très bien, en voyant notamment LFI, qu'il y a un pouvoir métèque qui se met en place dans certaines... Justement, que penserait Maurras s'il revenait là en 2024 et qu'il voyait la France de 2024 ? Qu'est-ce qu'il dirait d'après vous ?
Nous ne sommes pas Maurras, on ne peut pas dire à sa place, mais je crois quand même qu'il n'aimerait pas beaucoup le tableau général. Il n'aimerait pas un président qui a été imposé par les multinationales et les banques, et qui était un jeune dirigeant sélectionné par les Américains. Il n'aimerait pas de voir que nous abandonnons des pans entiers de notre souveraineté, sans utilité d'ailleurs, et nous abandonnons au machin bruxellois. Il n'aimerait pas du tout ça. Il n'aurait pas non plus la puissance des divers lobbies que l'on entend à longueur de journée. Il n'aimerait pas la puissance médiatique non plus. Je pense que tout cet environnement politique est tout à fait l'inverse de ce qu'il aurait souhaité. Et puis également, j'ajoute à ça l'inculture aussi de notre époque, où les études latines, grecques sont laissées, et avec eux, la formation intellectuelle que cela a comporté. Et donc, Maurras serait certainement... Et alors, l'évolution de l'Église ne lui plairait pas non plus. À Maurras, au moment de Vichy, on lui avait demandé ce qu'il fallait pour sauver la France. Il avait dit une bonne armée et un bon clergé. Alors, une armée, je ne mets pas tout en cause des chefs militaires que nous avons, mais nous avons une armée réduite à peu de choses quand même. Ils n'ont pas un esprit militaire très fort. Et un bon clergé, nous n'avons pas... Il existe de bons prêtres, mais il y en a d'autres qui sont plus discutables. Oh, certainement qu'ils trouveraient cette époque détestable, car elle n'a fait qu'aggraver ce qui... Si vous regardez la Troisième République à l'époque où Maurras écrit, on se dirait que par rapport à notre époque, c'est magnifique. C'est le paradis, oui, parce que quand on parle de la France d'antan, je ne parle pas des monarchistes. Hein, mais même les républicains étaient moins mauvais à l'époque. Bien sûr, mais quand on parle à monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'il parle de la France d'antan, il remémore la France de la Troisième République. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, oui, parce qu'il y avait des choses malgré tout. Il y avait des principes qui étaient restés. Je vais prendre un exemple avec l'école, par exemple. Les hussards de la République. Bon, alors bien sûr, il y avait les hussards de la République, mais malgré tout, l'école, même laïque, à l'époque, essayait d'avoir un certain niveau. Elle n'était pas contre l'émulation, contre l'idée d'ailleurs, c'est de la méritocratie. Bon, il y a eu, au début... Je pense que les républicains ont voulu faire jeu égal avec les monarchistes. Donc, il y a eu un élitisme républicain. Ils ont essayé de mettre des gens qui tenaient la route, j'allais dire, intellectuellement en face. Tandis que maintenant, au contraire, c'est le concours de la médiocrité. Je me rappelle, pour une petite illustration, quand j'étais encore écolier à la fin de ma scolarité, on a supprimé les prix qui était un peu une façon de sélectionner les meilleurs, on l'a supprimé dans l'école publique. Et l'année suivante, nous, dans l'école privée, on nous l'a supprimé aussi. Alors on a dit, on va donner l'argent à je ne sais quelle œuvre, etc. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a un concours de médiocrité qui se fait. On a supprimé les patronages catholiques et les patronages laïques en même temps, etc. Je pense que les deux écoles s'opposaient, mais elles avaient au moins l'avantage de pousser à faire un peu mieux. Tant que maintenant, elles s'opposent dans la médiocrité. Justement, alors là, ce petit aparté un peu court, vous qui êtes professeur à l'université de droit. Quel droit? Alors j'étais à la faculté de droit, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la faculté de droit de Rennes. D'accord. Sinon, je suis toujours... Alors j'ai arrêté en 2019, mais j'enseigne toujours. Hein, je suis insupportable. J'ai reçu... L'Institut Saint-Pédis. Ah, d'accord. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps sur YouTube... Madame Aude de Dizot, professeure de droit constitutionnel des L1 au Master 2. Elle a écrit un excellent livre où elle parle de ces étudiants qui ne savent plus écrire. Est-ce que c'était aussi le cas pour vous? Est-ce que vous avez vu sur les copies de tous ces jeunes un abaissement du niveau? Il y a les deux. Hein. Il y a quand même encore des gens qui savent écrire et qui savent écrire en français, mais souvent c'est à cause de leur propre travail, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait à côté de la formation officielle. Ou alors quelquefois aussi, ceux qui sortent quand même, j'allais dire qu'il y a quand même les bonnes écoles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les écoles hors contrat, et il y a aussi quelques écoles sous contrat, et même publiques, où des gens ont maintenu la discipline d'autrefois. Il ne faut pas abandonner tout l'enseignement à nos adversaires, justement. Et il y a des gens qui maintiennent un petit peu, et puis il y a certaines provinces où c'est un peu un archaïsme. Je suis originaire par ma mère de la Creuse, et il paraît que l'enseignement n'est pas si mauvais que ça, alors que ce sont plutôt des gens quand même de gauche, mais malgré tout, ils ont gardé l'ancienne manière de travailler, et ils se sont peu mis au... alors je crois que c'est important. Il y a encore des gens, mais c'est beaucoup les gens qui eux-mêmes font l'effort de compléter. Ils font le travail. Alors, j'ai énormément de questions là qui arrivent. Bonjour, il faut rappeler que plus de 120 églises ont brûlé en France cette année. Cher Mathieu, quand même, c'est fou ça. 120 églises en France ont brûlé.
dont Notre-Dame, il y a quelques années de cela, qui a survécu à tout, sauf au macronisme. Non, mais s'en va, l'église brûle, parce que l'État français, pour moi, elle est complice dans tout ça, parce qu'on laisse faire. On fait rien aussi pour protéger notre église, et même on fait rien aussi pour les restaurer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en état de ruine. Et moi, je vois beaucoup dans les petits villages de France, que je viens de la campagne, on voit beaucoup d'églises où les maires se plaignent de ne pas avoir le financement pour refaire les églises, et je pense que l'État devrait jouer un rôle pour refaire ne serait-ce que les toitures, les murs, enfin tout ce qu'il y a à refaire. À partir du moment où l'État s'est approprié les édifices du culte, il devrait les entretenir. C'est un propriétaire privé, on lui impose le clos et le couvert à l'égard de ses locataires. Mais l'État n'est pas obligé d'entretenir ça, ce n'est pas normal, puisqu'il a voulu le prendre, bien mal acquis ne profite jamais, et donc il devrait entretenir. Alors, question d'auditeur, la doctrine de Maurras est datée. Il n'y avait pas 25% de la population qui était afro-maghrébine à son époque. Et puis il a soutenu la République au pire des moments en 1914, alors qu'il aurait dû donner l'ordre à ses troupes de ne pas aller se faire massacrer sur le front. Il aurait pu ensuite profiter de la défaite républicaine pour rétablir la monarchie. Alors d'abord, je crois que c'est pas possible. Je pense quand même que la République avait la gendarmerie à sa disposition et que ça serait pas passé comme ça. On aurait sûrement passé Maurras, lui, il aurait passé un mauvais quart d'heure, je pense, parce que pour cet appel. Et puis, est-ce qu'on peut se permettre et laisser venir l'ennemi chez soi? Je pense qu'il faut jamais laisser l'étranger prendre, même un étranger supposé ami, alors ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne, qui était quand même bien un ennemi à l'époque. Je pense qu'on ne doit jamais laisser l'étranger prendre chez vous, et on ne doit jamais devoir à l'étranger ces améliorations. Et puis en 1914, je ne pense pas que les soldats se sont battus en disant je vais défendre la République. Ils se sont battus en disant je vais défendre la France avant tout. Donc c'est l'intérêt national qui est passé en priorité avant la République. Alors, dès qu'on critique un juif, nous sommes traités d'antisémites ou d'antisionistes. Nos églises brûlent, on n'en parle pas. La franc-maçonnerie, quelle que soit la loge, rend compte, in fine, au Grand Orient lui-même soumis. Bon, rien à rajouter là-dessus? Non, c'est assez exact, effectivement. Le rôle particulièrement délétère du Grand Orient est à souligner. Et le fait que certains hommes politiques... Non, mais pour répondre sur ça aussi, c'est que on peut pas dire qu'on est dans un pays libre à partir du moment où il y a des lois Guesso et Plévède qui restreignent la liberté en France. Donc rien que pour ça, le mot liberté est à... C'est vrai que la liberté de parole en France est devenue limitée, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et bien sûr. Et alors, il y a également dans la question une remarque sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Oui. Et je pense que l'auteur de la question a raison, parce que l'antisionisme est une idée politique. On peut aimer ou pas, d'ailleurs je ne donne pas mes conceptions là-dessus, mais qui ne sont pas... on peut trouver logique, ou trouver au contraire très mauvais, qu'il y ait le foyer national juif à cet endroit. Vouloir assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est une façon d'imiter la liberté de parole. C'est justement ce que veut faire cette République, en voulant confondre le mot antisémitisme et antisionisme pour augmenter les condamnations. Alors, il y a des juifs antisionistes d'ailleurs. Bien sûr, il nous reste un petit quart d'heure et beaucoup de questions d'auditeurs. J'aimerais que les auditeurs puissent poser des questions parce que c'est important. Ils aiment beaucoup d'ailleurs l'émission et je les en remercie. Bonjour messieurs, j'aime Action française dans sa critique appliquée à notre système qui se voit comme le meilleur du monde. C'est une position salutaire face à cette hubris insupportable. En revanche, Maurras semblait oublier que le nationalisme est le fruit de la révolution qu'il abhorrait. Et c'est là un paradoxe. Imaginerait-on notre président avec un conjoint issu des États ennemis de la France et apparenté à ses dirigeants, Iran, Chine, Turquie, etc. Or, nos rois épousaient des Autrichiennes ou des Espagnols, issus de nations avec lesquelles on se battait tous les 20 ans. Ce qui montrait que le nationalisme étroit tel qu'on le conçoit aujourd'hui n'existait pas avant 1789. Et je ne parle pas de Mazarin, Premier ministre venu d'Italie. De plus, je reproche aux Maurras, aux Déroulède et aux Barrès d'avoir prêché la revanche en 1914 sans jamais être montés au front. Les rossignols du massacre, comme on les appelait, c'est sans doute Jaurès qui avait raison, mais lui a été assassiné. Mieux valait 1,5 million d'hommes en vie que récupérer l'Alsace et la Moselle, qui culturellement étaient plus proches de la Bavière que de Paris. Ce n'est pas forcément la surface qui fait un grand pays, c'est son capital humain et son dynamisme. Voilà la faute originelle de la faction française, laquelle, pour être honnête, s'est rachetée en 1930 en alertant sur le danger hitlérien. Merci pour l'émission.
Beaucoup de choses dans cette remarque. Alors, bon, je pense quand même que l'Alsace-Moselle, c'était une chose à laquelle on tenait beaucoup. Je crois que l'Alsace, d'ailleurs, elle est peut-être historiquement d'origine de culture germanique, mais quand vous allez là-bas, quand vous allez au Palais Rohan à Strasbourg, vous êtes quand même vraiment en France. Et puis, j'allais dire, géographiquement, c'est quand même bien français. Bainville écrit « Le Rhin est la limite naturelle des Gaules ». Et je crois que c'est... on peut soutenir cela. Alors, sinon, il y a d'autres aspects au début. Oui, parce sur le fait que sur le nationalisme et le fruit de la Révolution le nationalisme, le fruit de la Révolution, dans une certaine mesure, quoique c'est aussi... Maurras souligne quand même que les rois de France ont fait du nationalisme avant qu'il y ait une doctrine là-dessus, et c'est vrai que leur précaré, c'est ça. Et ensuite, il ne faut pas non plus oublier que la Révolution, elle est un méfait, mais c'est aussi un fait. On est bien obligé d'en tenir compte. À partir du moment où les autres s'arment contre vous, vous êtes aussi obligé de vous armer contre eux. Et donc, il est très normal que cette réaction nationale existe. Et dans le livre dont nous parlions, Les Ordres, il montre qu'il y a des faits nationaux partout. Et il cite des faits nationaux qui ne sont pas dits, qui ne sont pas nécessairement favorables, mais il montre, par exemple, la réaction puissante des Russes ou des Anglais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont défendu leur nation. Il montre la puissance du national-socialisme en Allemagne, des choses comme ça. Il dit tous les faits de notre époque sont des faits nationaux. La nation, c'est un fait. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et ce n'est pas la Révolution qui l'a inventé. Elle existait auparavant. Alors, il n'y aura pas de véritable restauration de l'ordre sans contre-révolution ou révolution nationale, c'est-à-dire sans renversement des institutions et des groupes sociaux oppresseurs à la faveur d'une terrible crise économique accompagnée d'un vide politique ou d'un violent mécontentement populaire. Cette réaction nationaliste pourra être provoquée soit par des hommes politiques déjà en place, soit par un coup d'État militaire, soit encore par l'arrivée au pouvoir d'un homme politique charismatique capable de prendre en main les destinées de la nation. L'idéal serait évidemment la restauration plus vite d'un pouvoir royal par une intervention de la Providence. La révolution nationale consistera à écarter du pouvoir économique et politique les organisations synarchiques occultes et oppressives, tant de la haute finance et de la grande industrie que des partis et de leurs filiales syndicales. Cependant, elle devra se faire hors de tout esprit de vengeance, sans épuration ni lutte des classes. Elle ne devra en rien toucher et troubler la vie quotidienne du peuple, mais elle devra anéantir et interdire les idéologies qui ont été le support mental et moral de l'oppression et leur opposer, leur substituer fièrement les idées mères, les lois saintes et saines de notre véritable tradition populaire, catholique et française. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu ? Je pense que bien évidemment la France se sera sauvée. Il faut un combat, je pense, contre-révolutionnaire. C'est-à-dire c'est un combat physique, on parle monsieur. C'est un combat physique, oui, mais c'est un combat... Ou madame, je sais pas. Non, mais il faut revenir aux bases de la contre-révolution parce que les gens ne connaissent pas ça et je pense que la première chose à faire, c'est de commencer à s'intéresser à tous nos auteurs qui ont combattu la République pendant la Révolution française, qui permet d'étudier leurs méthodes et leurs idées. Et pour prendre le pouvoir, il ne faut pas forcément tout de suite se dire on va forcément mettre un roi tout de suite, parce que quand on pense à l'Équateur avec Garcia Moreno, Salazar au Portugal ou Franco en Espagne, c'est des modèles qui je pense qu'on peut se revendiquer et qui ont donné un exemple aussi chrétien, catholique et qui méritent d'être défendus dans notre pays avant de se poser la question s'il faut un roi ou pas. Il y a une question d'empirisme, effectivement, oui. Selon les circonstances sont quand même très importantes pour savoir si on peut... Mais je pense effectivement qu'on ne passerait pas un jour de la République à la monarchie. Donc il faut une transition, c'est certain, je suis d'accord. Et j'ai bien aimé aussi dans la question, l'auteur parle de contre-révolution, révolution nationale. On sait que le maréchal lui-même était assez réticent avec le terme révolution nationale. Et je pense que c'est un petit peu équivoque parce que nous avons des gens proches de nous, mais pas des gens de chez nous pour autant, qui nous parlent souvent de révolution. Nous ne sommes en aucun cas des révolutionnaires. Voilà. On ne fait pas la révolution comme on fait la contre-révolution, de la même façon que la santé et la maladie sont deux choses antinomiques. La révolution, c'est mauvais en soi, qu'on le veuille ou non. Bah oui, c'est un terme de gauche, la révolution. Oui, bien sûr. Et juste, alors, là-dessus, la terminologie, vous avez raison. D'ailleurs, le livre L'Ordre et les Ordres en parle. Maurras parle de la propriété des termes. Et il dit quelque part, la première contre-révolution est celle du langage. Et c'est vrai qu'on doit on a évité de prendre les termes de l'adversaire. Oui. Sauf quand on les prend, si on arrive à les récupérer, à les retourner. Jean-Marie Le Pen était très fort pour ça. Quelquefois, il savait de la même façon qu'il avait su retourner le 1er mai, qui lui-même était déjà une chose retournée, puisque le 1er mai, c'est le maréchal qui l'avait donné à tout le monde, mais retourner le concept adverse, c'est possible, mais c'est très difficile et donc généralement il vaut mieux éviter les termes adverses. Alors Louis XVI, fils de
Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, serait soi-disant officiellement mort en juin 1795 à l'âge de 10 ans, alors qu'il était emprisonné pendant la Révolution française. Cependant, des rumeurs ont circulé pendant des décennies affirmant qu'il avait survécu, duchesse d'Angoulême, duc d'Enghien, et qu'il reviendrait un jour pour reprendre son trône, une idée souvent appelée la prophétie du grand monarque. Cette idée de grand monarque est une figure messianique qui apparaîtrait à la fin des temps pour restaurer la monarchie chrétienne en France et sauver l'Église et l'Europe du chaos. Selon certains mystiques et prophètes, Louis XVII n'aurait pas vraiment péri en captivité et serait destiné à devenir ce monarque providentiel. Qu'en pense notre cher professeur, ami de Sainte Geneviève et du roi très chrétien? Je suis tout oui pour faire du mauvais humour noir au sujet de l'immense Charles Maurras. Alors, Louis XVII, à mon avis, il ne reviendra quand même plus maintenant, même s'il a survécu à la captivité du Temple. Personnellement, je ne crois pas à la survivance, mais j'admets que tout à fait, hein, c'est très respectable là-dessus. Alors, survivance et grand monarque, ce sont d'ailleurs deux choses distinctes. Il y a eu un livre intéressant il y a quelques années, que la personne qui a fait la question connaît sans doute, de Éric Murez, qui s'appelle Histoire et légende du grand monarque. Alors, le grand monarque, c'est une vieille légende suivant laquelle un jour, un monarque qui rêverait d'ailleurs à tenir la France et tout l'Occident permettrait un retour aux vraies valeurs. Ça fait penser un peu il y a des idées du même genre qui existent. Il y en a une en Allemagne. Si un jour ça va très mal pour l'Allemagne, je crois que c'est Barberousse qui doit se réveiller. Bon, il ne s'est pas réveillé en 1945 pourtant. De même façon en Angleterre, Francis Drake, je crois, doit revenir, ainsi de suite. Je ne crois pas trop à ces survivances. Je ne crois pas à la descendance de Louis VII. Et de toute façon, nous n'avons pas de preuve d'authenticité de cette survivance. Donc, j'attends. Bon, alors bien sûr, certains vont me dire c'est la Providence qui donnera un roi, d'accord, mais je laisse faire. Et quant à la cause dynastique, je pense qu'on a quand même aussi des arguments juridiques pour dire c'est un tel qui est le représentant de la tradition monarchique actuelle. Le sang de France ne se présume pas, en tout cas, et donc il faudrait des preuves solides pour admettre un Louis XVII ou un descendant de Louis VII. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu ? Moi, j'en pense surtout que les gens, ils pensent tout de suite à mettre un roi tout de suite en France, alors qu'on devrait d'abord établir un programme. Et je me permettrai de faire recommandation de 2 livres qui permettrait aussi de mettre en avant la doctrine contre-révolutionnaire qui est très peu connue par les gens, mais pourtant tout est mis en place. Je recommande le livre Pour qu'il règne de Jean Housset et Doctrine contre-révolutionnaire du colonel Chateau-Jobert, qui sont deux remarquables livres qui permettraient de faire comprendre aux gens quel pouvoir mettre en place, comment le mettre en place et par quelle manière. Et puis l'ordre et le désordre de Maurras, quand même. Évidemment, oui, l'ordre et le désordre de Maurras. Mais qui ne remplace pas l'enquête sur la monarchie, qui est le fondamental de Maurras. Avant-propos du professeur Franck Bousco, qui est ici présent, Mathieu Goyer, avec moi aussi. Voilà, vous êtes président et secrétaire général de l'association Sainte Geneviève. Évidemment, ce n'est pas par l'Europe qu'on va régler nos problèmes, c'est par la nation. Quant à une natalité nataliste, n'oublions pas que la France n'est pas un élastique, et d'autre part, une politique nataliste intéressante serait de mettre dehors tous les extra-européens et demander à ceux d'origine de choisir la nationalité. Fini la double nationalité, ainsi 90% des Français de papier quitteront également le territoire. Et là, oui, on pourra mettre en place une politique nataliste. Il ne faut pas faire n'importe quoi comme des imbéciles qui nous dirigent. Les hautes juridictions sont l'ennemi de la France. Israël, lui, ne plante pas avec son ennemi. À un moment donné, ça suffit, quoi. Quand je dis les hautes juridictions, c'est toute la clique derrière aussi qu'il y a derrière. Non, mais pour répondre sur ça, c'est que beaucoup dans les milieux identitaires vont dire je vais lutter contre l'immigration, mais je reste dans l'Union européenne. Et ça, c'est une grave erreur, parce qu'il faut bien comprendre que la politique immigrationniste est décidée par Bruxelles. Et il suffit de voir Mélanie en Italie, qui a doublé l'immigration, alors qu'elle avait fait une politique un programme en disant je vais lutter contre l'immigration. Donc c'est pour ça que sans sortie de l'Union européenne, on ne pourra pas lutter contre l'immigration. Je nuancerai un petit peu, parce qu'on dit que Mme Mélanie a pris quand même quelques mesures en réalité, et qu'elle reprend un petit peu d'une main ce qu'elle a dû lâcher de l'autre à cause de Bruxelles et justement et des histoires de crédit. Mais effectivement, il faut lutter contre l'immigration et nous finançons la
la natalité extra-européenne, c'est quand même énorme chez nous parce que les aides familiales n'ont été prévues pour la natalité française et donc elles devraient être réservées aux Français. Alors malgré tout, une politique d'aide à la natalité peut fonctionner. Elle avait été tentée, je crois, faiblement à l'époque de Giscard, puis ça a été abandonné, saboté par la suite. Mais l'histoire du troisième enfant, par exemple, moi, je sais que j'avais entendu parler de beaucoup de gens, il y a eu des troisièmes enfants à la suite simplement de quelques aides. Donc il y a de l'espoir quand même, ça peut se refaire, mais il faudrait le vouloir. Or ça, c'est vraiment une chose qui n'est plus du tout à l'ordre du jour des dirigeants, et les socialistes l'ont dit ouvertement, au temps de Hollande, ils ont cassé cette politique, et il est bien évident que M. Macron ne va pas la relancer. Alors, L'ordre et le désordre de Charles Maurras, les idées positives et la révolution, avant-propos du professeur Franck Bousquot. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ? Alors ce livre, on peut le trouver aux éditions d'Action Française, édité par Monsieur Clément Gauthier. Donc vous pouvez le retrouver aussi à la librairie Vincent à École Militaire à Paris. Et sinon, vous pouvez nous... Dans les bonnes librairies, je suppose qu'il doit se trouver. Exactement. Et sinon, vous pouvez nous la réclamer sur Internet. Donc ceux qui veulent nous suivre, par exemple, sur nos réseaux sociaux, j'en profite pour faire la pub. Ah bah vas-y, allez, il faut. Donc, il y aura 3 minutes. Twitter, Instagram, Telegram, vous tapez Association Sainte-Geneviève et vous aurez toutes les informations pour nous suivre et suivre notre actualité. Nos prochaines conférences aussi que nous organisons régulièrement sur Paris. La dernière, c'était pour parler du livre L'ordre et le désordre. Et la prochaine aura lieu le 30 novembre avec Alain Pascal, que nous allons inviter. Alain Pascal, très bien, Alain Pascal. Qui va remettre en place toutes les erreurs qu'on fait sur l'histoire de notre nation. Et sinon, si vous voulez me suivre moi, vous tapez Mathieu Goyer, Goyer, et vous pourrez suivre toute notre actualité. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'association Sainte-Geneviève ? Voilà, j'ai envie de m'y inscrire. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors l'association Sainte-Geneviève est un mouvement local parisien contre-révolutionnaire qui est là pour défendre l'identité. Donc on organise soit des cercles de formation conviviales autour d'un dîner après la conférence, que nous organisons tous les mois. Nous organisons aussi des hommages. Nous allons faire prochainement un hommage en janvier pour Sainte-Geneviève. Et puis, nous ne manquons pas de riposter quand il y a un colloque que nous faisons aussi en janvier. Et nous ne manquons pas aussi de réagir quand il y a des choses qui se passent selon l'actualité. Notamment, nous avons organisé des prières publiques, de chapelet public. Lorsqu'il y a eu les blasphèmes lors des Jeux Olympiques, nous sommes allés au pied de Notre-Dame et pour dénoncer ce qui s'est passé de lamentable quand le satanisme prend le pouvoir. C'est nous, catholiques, qui devons, armés du chapelet, agir à genoux devant la Vierge pour demander pardon à ce qui s'est passé. Plus des prises de position, quand même quand il y a des grands événements, et nous n'excluons pas de participer aux élections et de soutenir ou au contraire de dire qu'il faut barrer telle ou telle personne. Merci à vous, merci professeur, merci cher Mathieu. L'ordre et le désordre, les idées positives et la révolution. Voilà, vous allez chez nos amis de la librairie Vincent, allez-y, c'est pas très loin. Avenue de la Bourdonnais, 115 avenue de la Bourdonnais. D'ailleurs, faites une dédicace, un de ces quatre chez eux, professeur. Monsieur Vincent le souhaite, je serais mais content bien sûr, je sais qu'il le souhaite. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.